On revient évidemment sur cette toute dernière information. Les masques seront donc obligatoires dans les lieux publics clos dans 6 communes de la Mayenne. La Mayenne, le seuil d'alerte est dépassé. La conférence de presse sera à suivre en direct tout à l'heure à 10h30. Conférence de presse en direct de la préfecture de Laval. On va en parler sur ce plateau. Nous avons un épidémiologiste avec nous, Pascal Crépet. Bonjour, monsieur Crépet, vous êtes membre du conseil aussi scientifique. On va revenir sur cette actualité aussi en plateau avec vous, Claire Fournier, Renaud Pilat, Marie-Ève Malouine, bonjour, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Mais tout de suite, on va partir évidemment en direct de Laval. On va retrouver notre journaliste Claire Gambier. Claire, donc, il y a cette conférence de presse qui sera en direct tout à l'heure à 10h30 de la préfecture. On attend une précision, notamment sur ces 6 communes donc, où le masque sera obligatoire dans les lieux clos publics. Oui, exactement. Donc, on devrait en savoir plus dans quelques minutes. Ce qu'on sait déjà, vous l'avez dit, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics fermés, dans 6 communes, dont Laval et l'Huisserie. Alors, c'est quelque chose qui était quand même assez attendu. Le ministre de la Santé lui-même en avait fait la demande plus tôt dans la matinée au préfet. Et puis, les autorités locales misent également sur un programme de dépistage massif. Ils espèrent pouvoir tester toute la population de la Mayenne de plus de 10 ans. Tout à l'heure, dans un centre de dépistage, justement, il y avait beaucoup de monde déjà qui se fait dépister. Alors, on sait qu'il y a une grande opération de dépistage. 300 000 personnes qui devaient se faire dépister en Mayenne depuis le 8 juillet. Exactement. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Les objectifs sont atteints. Il y a vraiment plus de 1000 tests par jour. Donc ce matin, nous étions à l'Huisserie dans un centre éphémère qui a été monté en 48 heures dans une salle polyvalente. Nous avons rencontré des habitants au profil très varié, des personnes âgées qui sont forcément à risque, mais aussi un jeune qui souhaitait partir en vacances hors de Mayenne et qui ne voulait pas faire prendre de risques à autrui s'il était positif. On a également rencontré des cas contacts, une personne qui nous a expliqué avoir été contacté par la caisse d'assurance maladie puisqu'il avait été en contact avec une personne qui s'est révélée positive. Donc l'objectif, il est clair, c'est d'isoler les cas positifs et de casser cette continuité de la contamination dans le département. Merci Claire Cambier et Soisy Coulier, donc en direct de Laval. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure, conférence de presse à suivre en direct de la préfecture de Laval. Pascal Crépet, vous êtes donc épidémiologiste, vous n'êtes pas membre du conseil scientifique, mauvaise information donnée. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, cette information, cette toute dernière information, masque donc, obligatoire dans les lieux publics clos pour 6 communes en Mayenne. C'était attendu, obligatoire, nécessaire pour vous ? Alors, on pouvait effectivement s'y attendre et ça fait partie des mesures qui vont certainement permettre de regarder cette épidémie sous contrôle. Si les gens portent des masques dans les espaces confinés, ils réduisent leur risque de contamination et donc de propager le virus. On peut faire un point tout de même. Oui, c'est attendu. Faire un point sur ce qui se passe en Mayenne. Déjà, les foyers de contamination, 6 foyers, ils ont été identifiés déjà début juillet. Ils font suite à des opérations de dépistage déjà. Alors, il y a déjà des opérations de dépistage qui sont faites de façon donc liées au dispositif d'identification des cas. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs cas, donc des personnes symptomatiques qui se révèlent positifs au test et qui sont dans une unité de lieu, dans la même entreprise, dans le même foyer ou dans le même établissement d'hébergement, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il y a un cluster et donc on organise un dépistage de toutes les personnes qui partagent ces lieux de travail ou ces lieux de vie. Et donc c'est comme ça qu'on peut détecter des clusters et effectivement comme ça que l'on s'aperçoit qu'il y a eu une propagation plus importante dans ces lieux. Mais clairement, le seul problème, il y a quand même un problème avec ce type de dépistage. Alors, donc il faut le faire, hein, et il faut que ce soit fait. Néanmoins, les tests PCR révèlent la présence du virus. Or, ce virus peut rester présent dans les voies nasopharyngées plusieurs semaines, voire parfois même plusieurs mois. Donc, certaines infections, il est difficile de dater certaines infections
Et donc certains clusters apparents ont pu avoir lieu quelques semaines plus tôt. Et donc ça ne révèle pas forcément une dynamique épidémique récente. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'alarmer. Est-ce qu'il faut tout de même s'inquiéter? Est-ce que ce sont des signes d'une relance de l'épidémie? Pas forcément, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Alors, pas forcément, mais on n'est pas non plus en mesure de dire que ce n'est pas un signe de relance, hein. Donc le mieux, c'est quand même de s'inquiéter et donc de renforcer les mesures de contrôle parce que ces clusters, ils existent et donc ils sont le signe d'une circulation du virus. En revanche, là où ce serait très contre-productif, et il faut faire très attention à ça, c'est que vouloir dépister tout le monde, que tout le monde se fasse tester dans tout le département, ça provoque en fait un engorgement des laboratoires. Et cet engorgement des laboratoires est très néfaste parce que pour que le dispositif d'identification des cas et des personnes contacts potentiellement infectées soit efficace, il faut qu'il soit très réactif. Il faut que l'on puisse tester les gens dans les 24 heures et que le résultat arrive très vite pour pouvoir isoler les personnes et faire les enquêtes épidémiologiques nécessaires et ainsi casser les chaînes de transmission. Or, si tout le monde se fait tester en même temps, à ce moment-là, on va forcément augmenter les délais de ces tests et de ces résultats et on passera à côté de chaînes de transmission nécessairement. Pascal Crépet, vous restez avec nous. Je vais venir vers vous un instant, Renaud Pilat. C'est une décision de la préfecture qui arrive juste après cette annonce d'Emmanuel Macron, donc qui, lui, voudrait en tout cas que le masque devienne obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août. C'est donc trop tard, encore une fois. C'est ce que ça montre ce matin. Il faut le faire avant, politiquement. Les réactions après l'intervention d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs n'a pas été extrêmement précis. Ce n'était pas une annonce en disant « je vous annonce que le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août ». Il a dit « il faudrait que, par exemple, le 1er août ». Donc on a eu l'impression qu'il y avait comme ça une idée lancée. Alors, je vous arrête parce que Jean Castex, en ce moment, qui est en discours au Sénat, Absolument. annonce que dès la semaine prochaine, les masques seront obligatoires dans les lieux publics. Eh bien voilà, il y a une accélération. Il fait une suite, il y a une accélération parce qu'on a bien vu après l'intervention d'Emmanuel Macron le 14 juillet que les réactions des commentateurs, des médecins, de beaucoup d'élus, de beaucoup de maires ont dit ça va trop lentement. Pourquoi attendre le 1er août? En Belgique, ils ont mis 48 heures à rendre le port du masque obligatoire dans le magasin. Donc si la Belgique y arrive, nous aussi on peut y arriver. Et on a vu que pendant les 2 mois du Covid, on a pris des décisions qui étaient extrêmement rapides. C'est la rapidité d'exécution. On voit là que Jean Castex, effectivement, a entendu, je dirais, la demande publique, parce que les Français sont demandeurs. À partir du moment où il y a une interdiction basée sur des conditions sanitaires, c'est respecté. Je peux vous dire qu'en Mayenne, depuis 8 jours, on porte plus le masque qu'il y a 3 semaines. Donc effectivement, si Jean Castex annonce à l'instant au Sénat, lors de sa déclaration de politique générale, il y a eu l'Assemblée hier, le Sénat, c'est que le gouvernement a bien senti qu'il y a une demande de la population de ne pas attendre 15 jours. Voilà. Marie-Ève Malouine s'empare, ça y est, du sujet national d'ailleurs, qui sont dans ses prérogatives à Jean Castex. Ça permet de s'imposer aussi là. De façon plus précise, comme Renaud l'a dit, que le président de la République qui a dit qu'on envisageait, ce serait peut-être cette date par exemple. Jean Castex ce matin encore dans le Parisien dit si jamais c'était nécessaire, on le ferait avant, mais il ne faut pas angoisser les Français. Et on a envie de dire, mais les Français, ils ne sont pas angoissés. Ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Ils sont raisonnables, ils comprennent. Et donc, si on leur dit que ça revient, eh ben, ils mettent des masques. Et si on leur dit plus que l'épidémie est là et qu'on relâche l'effort et qu'on donne l'impression que c'est derrière nous, ben, ils se relâchent aussi. Mais je crois qu'il faut que ce gouvernement arrête de penser que chaque prise de décision un peu claire et définitive, une injonction bien claire, bien datée, ça va angoisser les Français. Ils vivent avec ce virus depuis plusieurs mois maintenant et ils ont compris comment ça fonctionnait et ils ne sont pas paniqués. Pascal Crépet, toujours notre épidémiologiste qui est avec nous. Vous venez d'entendre donc en direct cette annonce de Jean Castex. Le masque qui sera donc obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Il dit avoir entendu les scientifiques et que c'était trop tard. Il ne fallait pas attendre 15 jours. En tout cas, c'était trop long. Votre réaction ?
Oui, mais je pense qu'effectivement, le port du masque est nécessaire pour enrayer cette épidémie. Maintenant, les Français sont, comme ça a été dit, sont intelligents et dès hier pouvaient porter le masque dans les lieux clos recevant du public. Donc effectivement, c'est bien que cette obligation arrive un peu plus tôt, si elle devait arriver, mais on n'avait pas forcément besoin d'une obligation pour porter des masques. Après, peut-être des personnes récalcitrantes qui avaient besoin que ce soit officiel et que ce soit obligatoire. Mais bon, après, ça, c'est la psychologie de chacun. Ce qui est sûr, c'est que porter des masques dans les espaces confinés est forcément une bonne chose pour limiter la propagation du virus. William Tay, vous êtes aussi avec nous. Alors, le caractère obligatoire, tout le monde prise de conscience. On a quand même vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des images, alors notamment peut-être pas les ciblés, mais les plus jeunes, qui font la fête, sortent. On a vu à Nice ces images de ce concert avec 5000 personnes entassées sans masque sur la promenade des Anglais. Les images aux Invalides suite aux festivités du 14 juillet. Le caractère obligatoire est peut-être nécessaire pour certains Français. Sont les personnes qui ont les moins de chances d'être touchées mortellement par le coronavirus, donc ils le prennent avec moins de sérieux, ce qui pose des complications, parce que même s'il y a moins de risques mortels pour eux, ils peuvent transmettre le virus à d'autres personnes. Et ce qui est compliqué aujourd'hui pour les autorités publiques, et même dans certains endroits aussi, parce qu'il y a une question sur les personnes, il y a une question sur les zones géographiques. Il y a certains endroits où c'est plus compliqué de faire appliquer les questions réglementaires et les questions législatives que dans d'autres. Je pense notamment à certains quartiers comme ce qui s'est passé pendant le confinement à Villeneuve-la-Garenne ou ce qui s'est passé à Dijon par exemple aussi. Non, la difficulté d'Emmanuel Macron, ce qui explique je pense sa décision dessus, c'est parce qu'il essaye toujours d'osciller, de concilier l'impératif économique et le besoin de redonner confiance aux personnes parce qu'on est une société basée sur la consommation, donc il faut que les gens consomment pour que l'économie tourne, et en même temps le risque sanitaire, et c'est ce qui le bloque depuis mars. Il essaye d'osciller entre les deux, donc il essaye de prendre des mesures, mais plutôt d'orientation, parce qu'il croit de ce qu'il a dit pendant une interview, à la responsabilité individuelle. Seulement, on reste un pays centralisateur qui ont besoin d'un César, libre aussi, un on aime bien la Napoléon, liberté en France. On a besoin parfois d'être dirigé, et c'est pour ça qu'on est peut-être le pays le plus monarchiste en ce sens-là. On est une monarchie républicaine. Évidemment, il y a cette question toujours en suspens. Est-ce qu'on pourrait être totalement reconfiné? Pascal Crépet, est-ce qu'on peut en tout cas imaginer des reconfinements locaux? Est-ce qu'on peut imaginer que la Mayenne, notamment, reconfine d'un coup, referme ses commerces, ses bars? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on reconfinerait? Il y a deux raisons au potentiel qui justifient un reconfinement. Soit, et c'est la raison qui a dominé mi-mars, on a nos capacités hospitalières qui sont sur le point d'être dépassées, et donc on a besoin de casser la dynamique épidémique au plus vite pour éviter ce dépassement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est ce qui a été utilisé notamment en Allemagne, en Espagne et au Portugal récemment, c'est le dispositif d'identification des cas et des personnes contacts pour casser les chaînes de transmission est lui dépassé parce qu'il y a d'un coup trop de cas à identifier et trop d'enquêtes épidémiologiques à faire pour pouvoir être efficace. Et à ce moment-là, on reconfine pour tuer dans l'œuf ce foyer épidémique qui démarre. Et donc, on peut imaginer un reconfinement spatial, enfin localisé, dans le cas où on aurait d'un coup beaucoup trop de cas dans un espace de temps très limité et une zone géographique limitée, pour pouvoir être efficace dans la lutte contre les chaînes de propagation qui pourraient se faire. Et ce n'est pas encore le cas en Mayenne, en tout cas à ma connaissance, mais ça peut être le cas un peu partout si jamais des clusters ou des super clusters apparaissent et provoquent ce genre de situation. Le port du masque sera donc obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Écoutez, c'était donc il y a un instant au Sénat. Le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine.
J'ai entendu, j'ai écouté, Ouais. Renaud. Oui, on a effectivement là un Premier ministre qui, quelques jours après son entrée en fonction, vous avez entendu ces termes, j'ai écouté, j'ai entendu, et c'est le style, la méthode qu'il veut imprimer. On l'a vu hier lors de son discours. Négociation. Concertation et écoute. C'est quelqu'un qui tranche, disent les gens qui le connaissent depuis longtemps. Il sait trancher, mais avant, il écoute. Les remontées de terrain. Lorsqu'il y a des injonctions contradictoires, et je suis d'accord, on a une phase en ce moment d'injonctions contradictoires entre relancer l'économie, on est en plein été, la période touristique en France, c'est extrêmement important, et en même temps, on doit éviter à tout prix le reconfinement, je dirais même partiel. Ce n'est pas possible, compte tenu de la crise économique et compte tenu de l'importance de la saison estivale pour la France, d'avoir un reconfinement partiel. Or, on peut l'éviter, on a tous les outils. On a les tests, alors on va en parler, on manque de préleveurs, ressources humaines, pour prélever, on manque de personnel. Mais on a les tests suffisants, on a les masques suffisants, on a appris depuis 4 mois. On est pour l'instant un des seuls pays qui n'a pas reconfiné localement, on peut l'éviter. Et je trouve que l'accélération par Jean Castex du port du masque est évidemment nécessaire. C'est lorsque Emmanuel Macron l'a annoncé de manière floue, tout le monde a dit mais non, ça peut être dès lundi prochain. Eh bien c'est dès lundi prochain, il a écouté, c'est un bon point. Jean Castex dans le Parisien ce matin, qui justement expliquait qu'il y a plusieurs options, que des plans sont prêts, qu'il faut en effet prévoir toutes les hypothèses, le recours à la quarantaine dans certains cas. Forcément, Claire Fournier, il se pose la question aussi de l'économie. On est en pleine crise économique suite évidemment au confinement. Il paraît très difficile, en effet, de reconfiner le pays, mais les confinements locaux, là aussi, vont forcément porter atteinte à l'économie locale. Oui, mais c'est vrai qu'on a vu que certains pays commençaient à le faire, l'Espagne avec la Catalogne, certains endroits en Catalogne, en effet, il y aura peut-être des mesures de reconfinement local, mais je trouve pas ça très inquiétant en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on nous avait annoncé. On nous avait dit le virus va continuer à circuler à bas bruit, il y aura des clusters, il y aura des foyers. Aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est qu'on est effectivement, je suis d'accord avec Renaud, en mesure d'y faire face puisque fort heureusement, on a maintenant les tests. Il y a un petit problème de compétents, on n'a pas assez de personnel compétent pour les faire, mais l'objectif il a quand même été relativement atteint. On a de quoi faire des tests PCR. Il y a des masques, puisqu'on a même des stocks et des masques qui attendent. Enfin, ils sont arrivés, ils ont fini par arriver. C'est ça finalement très inquiétant et je pense qu'on est très très loin du reconfinement. Alors reconfinement global, ça n'aura pas lieu à moins qu'il y ait une deuxième vague apocalyptique, mais on ne voit pas pourquoi ça se produirait. Des petits reconfinements locaux, moi je trouve pas ça très économiquement, il n'y a pas de crainte tout de même, parce que ça veut dire refermer les commerces. Non, on ne referme pas les commerces et on ne referme pas les bars. On ne les refermera pas. Porte le masque, a priori, c'est bien pour éviter les contaminations. C'est pas inquiétant si on réagit extrêmement vite. Et là, on voit que le gouvernement a appris de fin février, début mars. La clé, lorsqu'il y a, un départ de feu, mais c'est un peu ça, c'est comme un incendie. Un tout petit départ de feu, la clé, c'est la rapidité d'exécution. Il ne faut pas tergiverser des jours et des jours. Donc là, on a un changement de direction par rapport à l'annonce présidentielle. Tant mieux, allons vite, il faut aller très vite. Oui, tant mieux, mais on a quand même un petit peu tergiversé, puisqu'il a fallu il y a eu beaucoup de revirements. Toute l'opposition, tout le monde, même les Français qui disent mais pourquoi on le fait si tard, pourquoi attendre le 1er août, pourquoi le faire tout de suite. Et par rapport à l'économie, ça ralentit pas l'économie de devoir porter des masques. On a l'impression que dès qu'on dit masque, on dit reconfinement. Non, justement, si on porte bien des masques dans tous les endroits clos, dans tous les endroits où on ne peut pas respecter la distance de sécurité, eh bien, ça se passe très bien. Et on peut travailler avec un masque, et puis les entreprises ont commencé à s'organiser éventuellement. Donc, il ne faut pas tergiverser. Là, la réactivité, elle a été un petit peu courte. 6 communes, donc en tout cas dans Mayenne, qui auront le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. On va justement avoir cette conférence de presse en direct à 10h30. On va peut-être voir l'image parce que c'est déjà en place. Regardez, à la préfecture de Laval. C'est dans quelques minutes. Restez avec nous. Sera donc obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine pour 6 communes en Mayenne. Ça va démarrer d'ailleurs tout de suite. Regardez cette image, conférence de presse dans un instant à la préfecture de Laval, justement pour donner tous les détails. Jean Castex, qui est en ce moment en plein discours devant les sénateurs, eh bien, il a fait cette annonce du masque obligatoire dès la semaine prochaine. Écoutez. Le port du masque
constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Christelle Morancet, présidente LR de la région Pays de la Loire, est avec nous en direct. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous avez des précisions sur ces 6 communes donc, en Mayenne où le masque va être obligatoire dans les lieux clos publics? Bonjour, écoutez, je pense que c'est une bonne mesure de rendre le masque obligatoire. Moi, déjà pendant le confinement, j'appelais à cette mesure obligatoire dans l'ensemble du territoire. Je pense que c'est aujourd'hui, on voit bien le virus circule, et notamment plus activement dans certaines zones. Et le seul moyen, c'est d'avoir les gestes barrières. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Et un des moyens pour le combattre, c'est le port du masque obligatoire. Quelles sont les communes qui vont être concernées? Écoutez, j'ai pas à ma connaissance les communes concernées, mais j'ai envie de dire qu'importe les communes concernées, je pense que cette mobilisation, elle doit être nationale sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, faire preuve de discipline pour l'ensemble des Français et faire attention donc avec les gestes barrières et en portant ce masque dans les endroits recevant du public. Je pense que c'est une chose importante. Il faut vraiment avoir cette pédagogie avec l'ensemble des Français et notamment à cette période un peu estivale, rester très prudent concernant ce virus et les gestes barrières. 6 foyers identifiés, des foyers de contamination donc, en Mayenne, début juillet, vers le 8. Grosse opération de dépistage qui est donc en cours depuis 10 jours. 300 000 personnes devaient être testées. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que pendant le confinement et depuis le début de cette crise du Covid, nous appelions justement un dépistage massif de l'ensemble de la population. C'est le cas, c'est ce qui se fait en Mayenne, c'est une très bonne chose. C'est sous le volontariat et forcément, dès l'instant qu'on dépiste, on trouve plus de cas. Et je pense que ce qui se passe en Mayenne doit être sur l'ensemble, encore une fois, du territoire avec un dépistage massif afin de détecter justement les personnes pour pouvoir les isoler. Renaud Pilat, c'est nécessaire, en effet, on le sait, ces opérations de dépistage. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le masque, finalement. On le sait, quand on a regardé les pays asiatiques, qui très vite, en effet, portent du masque. Grande opération de dépistage. On nous a dit aussi au début, non, c'est pas très efficace, les tests ne sont pas fiables, on ne sait pas. Là aussi, ça a beaucoup discuté avant de prendre des décisions, tout de même. Oui, c'est le retard à l'allumage dont je parlais tout à l'heure, à la fois sur les tests et sur les masques. Alors les masques, ça restera comme le sparadrap collé sur le mi-quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, on a entendu tout et son contraire. Désormais, on sait que le port du masque, quasi la totalité de la communauté scientifique dit que c'est d'abord une protection pour les autres. C'est pour ça qu'en Asie, on porte le masque tout le temps pour protéger les autres. C'est une culture collective. Je protège, je fais partie d'un groupe. Et ça protège également, ça vous protège aussi, notamment le masque chirurgical, à une très très forte proportion. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les tests, c'est très bien, notamment évidemment dès qu'on a un symptôme, c'est très bien d'aller se faire tester. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes asymptomatiques, énormément d'asymptomatiques, notamment, paraît-il, dans la population plus jeune. Donc ceux-là, quand on les voit faire la fête, c'est normal, quand on a 20 ans, on a envie de faire la fête. Mais il doit y avoir une prise de conscience collective qui fait qu'on ne doit pas juste après aller voir ses grands-parents ou des personnes à risque. Mais il me semble que les gestes barrières et le port du masque dans les lieux clos est une des meilleures protections contre la propagation du virus. Parce que je dirais que tout le monde ne peut pas se faire tester et il y a des gens qui ne se feront jamais tester. On voit, j'ai été dans un laboratoire du centre de Paris, un grand laboratoire, et le personnel m'expliquait qu'ils voient arriver plutôt des gens qui sont soit qui partent en voyage, c'est pour ça qu'en ce moment même il y a un engorgement. Ceux qui veulent faire se tester en région parisienne, c'est très compliqué parce qu'il y a un engorgement, il y a beaucoup de pays et de compagnies aériennes qui demandent un test de moins de 72 heures, donc il y a la queue actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, mais ce sont les plus inquiets. Paradoxalement, c'est les gens qui sont les plus précautionneux qui viennent se faire tester parce qu'ils sont stressés. Mais il y a énormément de gens qui n'iront jamais se faire tester pour savoir s'ils l'ont eu, pour savoir s'ils sont immunisés. Et on ne peut pas leur reprocher. Chacun a un rapport à la maladie qui est particulier. Donc les gestes barrières, quand on écoute les professeurs de médecine,
c'est, me semble-t-il, et le port du masque, la meilleure des protections. Dernière chose, il me semble que le port du masque obligatoire dans les lieux clos, ça diffuse une prise de conscience générale. Oui, peut-être. Le masque, c'est pour se protéger, mais tous les spécialistes disent, quand on voit quelqu'un qui porte le masque, ça rappelle qu'on est dans un environnement épidémique. Et donc, on se tient un peu plus à distance, on fait plus attention. C'est un signe extérieur qu'on n'est pas dans une période totalement normale. Et ce qu'on a vécu pendant le fin mai, début juin, et c'est normal, tout le monde voulait se soulager en France, on a vu que tout redevenait normal. Notamment beaucoup plus à Paris, paraît-il, qu'en région. En région, le port du masque était encore un peu plus porté. Renaud, les grandes villes. Mais les grandes villes, oui. Moi, je suis passé à Lyon et autres, il y avait 90% des personnes sans masque. Là, le retour du masque, cet été, ça montre qu'on est encore en période épidémique et on va l'être pendant des mois. Jusqu'au vaccin, Olivier Véran l'a dit ce matin, Exactement. il a raison, on va vivre des mois avec ce masque. C'est ça vrai doit que devenir un objet c'est ce quotidien. que nous disent les scientifiques, on le demandera peut-être aussi à l'épidémiologiste. Le seul espoir, finalement, de toute façon, c'est le vaccin. Marie-Ève Malouy, je voulais dire. Sur le caractère obligatoire du masque, on connaît les Français, et en particulier les jeunes. Si c'est pas obligatoire, c'est que c'est autorisé. Il n'y a rien entre les deux. Donc le masque, il est obligatoire? Non, je ne le mets pas. Donc s'il est obligatoire, je vais le mettre, et peut-être qu'il y en a quelques-uns même qui ne le mettront pas. D'ailleurs, qui dit obligation dit sanction, et là on n'a pas eu les précisions sur quid de l'amende. Oui, pour l'instant, il faut aussi que le cadre justement légal, c'est peut-être pour ça aussi qu'il attendait, pour pouvoir le mettre en place. Il n'y a pas besoin de sanctionner. À partir du moment où tout le monde a un masque, celui qui arrive sans masque, on va le regarder de travers. Et donc la sanction policière du gendarme n'est pas forcément obligatoire. Jean Castex a dit avoir entendu, écouté aussi les scientifiques, les remontées de terrain. Christelle Morancet, comment vous travaillez? Vous travaillez en lien avec la préfecture, vous avez été tenu au courant, avec le milieu hospitalier évidemment, et le gouvernement, puisque Jean Castex affirme qu'il a écouté, qu'il a entendu les scientifiques, les remontées de terrain. Comment ça se passe finalement de l'intérieur? Écoutez, depuis le début de cette crise, moi je suis en étroite collaboration et en lien étroit avec le préfet de région et le directeur de l'ARS des Pays de la Loire. En ce qui concerne le gouvernement, je n'ai pas eu d'appel du gouvernement ces derniers jours concernant la situation en région Pays de la Loire et notamment en Mayenne. J'ose espérer que les propos du Premier ministre hier ne sont pas que des paroles, mais que ça se traduira par des actes. On entend beaucoup de choses depuis le début de ce quinquennat et notamment depuis le début de cette crise. Moi, maintenant, j'attends juste des actes. Et pendant que vous parlez, évidemment, toujours cette image de la préfecture de Laval, vous voyez donc conférence de presse qui devrait débuter dans un instant. On va retrouver notre épidémiologiste Pascal Crépet. On entend parler en effet de tous ces tests. Il y a aussi la question du passeport, de l'immunité, l'immunologie. Finalement, aujourd'hui, on ne sait pas si une fois qu'on a eu le virus, qu'on a été testé, si on a des anticorps, est-ce que ça veut dire qu'on est immunisé? Ça reste encore aussi très flou, tout ça. Il y a encore des interrogations scientifiques. Alors oui, mais de moins en moins. On a quand même des éléments assez probants sur le fait qu'une fois qu'on a été infecté, on soit protégé au moins un certain temps, peut-être pas très longtemps, mais au moins plusieurs mois. Donc la question n'est pas trop là. L'idée du passeport sérologique, elle avait été évoquée à un moment, mais quand on voit les taux de séroprévalence, donc la proportion de la population qui a été touchée, on se dit que ça ne servirait pas à grand-chose, parce que si on est entre 5 et 10% de la population qui pourrait bénéficier de tels passeports, ça ne changerait pas grand-chose, surtout que ce sont certainement les 5 et 10% de la population qui sont, de par leur métier ou leur activité, les plus exposés de toute façon. Donc la problématique, elle n'est pas forcément là. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, moi, ce que je crains, surtout dans cette crise mayonnaise, c'est l'engorgement des laboratoires. Et c'est cet engorgement qui risque de potentiellement être néfaste et de diminuer l'efficacité de tout le dispositif de contrôle de l'épidémie. Et donc, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut vraiment avoir un point de vigilance. Et alors là aussi, on est face à un manque de personnel, un manque de moyens. Alors est-ce que là aussi, il faut mobiliser, comme on l'a fait pendant la crise sanitaire, je pense à ces transferts de patients notamment, il faut essayer peut-être de mobiliser dans les autres régions, pour l'instant un peu moins touchées ou qui ont moins besoin de tests? C'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait. Les échantillons sont envoyés dans d'autres départements, dans d'autres régions, mais tout ça augmente les délais de résultats, forcément, puisqu'il faut transporter les échantillons plus loin.
Et puis, effectivement, il y a un problème de ressources humaines pour faire les tests. On voit les gens qui font la queue devant les laboratoires, voilà, qui courent un risque aussi de se faire infecter en allant se faire tester. Donc, ce qui est particulièrement dommage. Donc c'est pour ça que moi je suis totalement pour le dépistage massif, mais pour moi il faut que le dépistage massif reste ciblé et pas forcément faire un dépistage massif généralisé à tout un département sans distinction d'exposition. Pour moi ça risque d'être contre-productif et justement ça risque de diminuer l'efficacité du dispositif de recherche des cas et des contacts. L'unique espoir c'est le vaccin. Clairement. Non, l'unique espoir n'est pas forcément le vaccin. Il est vrai que le virus va continuer d'être parmi nous tant qu'on n'aura pas de vaccin ou tant qu'on n'aura pas de traitement efficace. Si demain on avait un traitement efficace qui permettait de guérir rapidement les formes sévères, diminuer drastiquement les hospitalisations et la mortalité liée au virus, la problématique ne serait pas du tout la même. Et donc, nos espoirs, ils doivent être à la fois dans le vaccin et dans un traitement efficace. Et effectivement, dès qu'on aura un vaccin, si le vaccin arrive avant le traitement, il faudra utiliser le vaccin. Si le traitement est là avant le vaccin, à ce moment-là, il faudra utiliser le traitement. Les dépistages massifs, Renaud ? Non, mais ce qui est dit là est très intéressant. Et moi, ça m'amène à une réflexion. C'est que autant sur les masques, maintenant, on est au point parce qu'il y en a partout et leur prix a baissé. Alors, si le port du masque devient obligatoire dans les lieux clos, va s'ouvrir le sujet sur éventuellement soit un remboursement par la sécurité sociale, si on doit faire ça pendant 1 an et demi ou 2 ans, et puis le masque gratuit pour certaines populations, parce que pour certains foyers, avec 2-3 enfants, ça va être lourd à porter. Donc, sur les masques, on a réglé la quantité. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit qu'on n'est pas au point sur le dépistage. C'est que là, nous ne sommes qu'en Mayenne et on a un engorgement en Mayenne. On a en Ile-de-France, en ce moment même, parce que les touristes veulent partir et que beaucoup de compagnies demandent un test. Je vous interromps, désolé, mais le préfet de la Mayenne est en train de s'exprimer. Merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque je suis accompagné de Jean-Jacques Coiplet, le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, du docteur Blaise, docteur donc, de l'Agence régionale de santé, de Madame Jouette, la déléguée territoriale de l'ARS, et Madame Chénaud, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie. Nous vous avons réunis pour évoquer la situation de la Covid-19 dans le département de la Mayenne, à la fois pour évoquer le taux d'incidence, qui est important, l'ARS va y revenir, le taux de positivité, la réaction des pouvoirs publics, préfecture et ARS, consistant à ouvrir des centres de dépistage temporaire. Il y en a 2, dans lesquels chaque Mayennais peut se présenter sans rendez-vous. Ces 2 centres de dépistage temporaire venant en complément des centres de dépistage sur lesquels les Mayennais peuvent se faire dépister grâce au bon qui sont en train d'être adressés par la caisse primaire d'assurance maladie aux Mayennais. Et à côté de cela, moi-même comme préfet, vous le savez, je suis amené à renforcer les gestes barrières et c'est pourquoi, dans un arrêté que j'ai pris hier soir et qui a été publié ce matin, j'ai imposé le port du masque dans les établissements recevant du public. Donc je vous propose de cadencer notre réunion dans un ordre logique et de commencer par la situation épidémiologique dans le département de la Mayenne et je donne la parole au responsable, M. Coiplet, directeur général de l'ARS. Merci Monsieur le Préfet et bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez peut-être, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, le 8 juillet, nous vous avions présenté un plan d'action adapté à la situation pour le département de la Mayenne qui, au fond, tournait autour de 2 enjeux. C'était protéger, prendre soin et évidemment agir. Agir de façon
adaptée, efficace et rapide par rapport à une situation que je vais vous décrire, puisque le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives rapportées à la population générale, très légèrement au-dessus de 50 pour 100 000 et qui place le département de la Mayenne en vulnérabilité élevée. Ça veut dire que cela nécessite effectivement une action et une vigilance accrue. Deuxième élément, il concerne le taux de positivité, puisque depuis quelques jours, il est au-dessus de 5, autour de 5,5, 5,6. Et enfin, le R effectif, vous savez, c'est le taux de reproduction qui, d'ailleurs au niveau national, est désormais légèrement au-dessus de 1,20, et en Pays de la Loire à 1,50. Et donc l'ensemble de ces indicateurs épidémiologiques nous confortent dans ce plan d'action que nous avons mené et que je vais vous décrire dans les grandes lignes, et nécessite évidemment de poursuivre et de l'amplifier. Un élément par rapport à l'offre de soins, parce que on ne constate pas aujourd'hui en Mayenne de saturation ou de dépassement, puisqu'il y a 2 personnes en réanimation à l'hôpital de Laval, 7 en hospitalisation conventionnelle. C'est 2 patients de moins qu'hier, donc nous ne sommes pas dans une situation de tension, mais par contre, il faut effectivement rester vigilant, parce que nous savons qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, si celle-ci n'était pas maîtrisée, alors en effet, nous pourrions être, comme dans d'autres territoires, confrontés à ces difficultés. Alors, le plan d'action, je vais vous en dresser les grandes lignes, et bien entendu, ensuite, en fonction de vos questions, Valérie Jouet, qui est directrice territoriale de la Mayenne, le docteur Pierre Blaise pourront compléter. Premier élément, il repose sur une politique de dépistage massive et amplifiée. Pourquoi cette politique de dépistage massive et amplifiée, qui avait déjà commencé, puisque chaque fois qu'il y avait des clusters, et il y en a 7 en Mayenne, et bien à chaque fois il y a eu cette politique de dépistage ciblé. Mais là, nous avons souhaité l'amplifier parce que nous avons constaté qu'il pouvait y avoir un certain nombre de cas en population générale qui ne soient plus tout à fait liés aux clusters tels que nous les avons déterminés. Et donc ça nécessite effectivement de pouvoir chercher pour repérer bien sûr les personnes qui sont asymptomatiques ou symptomatiques, leur proposer bien entendu un accompagnement et un isolement et des soins. Et ça, c'est fait impérativement pour casser les chaînes de transmission interpersonnelle. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de éviter qu'il y ait effectivement des transmissions qui échappent à tout contrôle, ce qui n'est pas le cas grâce au dépistage. Et donc nous avons installé sur les territoires, les communes les plus exposées, à savoir Laval et l'Huisserie, 4 sites de prélèvement. Je crois que vous les avez déjà vus, rencontrés, et à ce titre-là, je dois saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui contribuent à leur fonctionnement et à leur réussite, c'est-à-dire les professionnels de santé, la protection civile, les collectivités locales, les autorités d'État, l'ARS, bref, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour répondre au mieux à ces prélèvements. Depuis 3 jours, nous avons réalisé 3700 prélèvements. C'est considérable à la fois parce que ça demande une organisation, un fonctionnement logistique très important, et puis parce que ça montre que la population mayonnaise adhère à cet enjeu du dépistage. Et le docteur Pierre Blaise pourra vous dire effectivement que ce dépistage, et notamment grâce à des bons CNAM, puisque vous savez que nous avons déployé pour la première fois dans cette région la possibilité à des personnes de se faire dépister grâce à ces bons CNAM, sans prescription, et en pouvant aller directement dans les sites, eh bien les Mayennais adhèrent. Et puis le deuxième pilier absolument important, et que nous martelons depuis le début de cette épidémie dans cette région et dans ce territoire, c'est le respect des mesures barrières,
c'est évidemment le lavage des mains, c'est au moins 1 mètre de distance et c'est le port du masque. Et voilà pourquoi je salue d'une façon générale l'action du préfet et notre coopération, mais la décision qu'il a prise, qui est celle de demander à ce que dans les établissements recevant du public et sur des communes déterminées, eh bien, ce port du masque puisse être obligatoire. C'est en quelque sorte une mesure supplémentaire, une mesure barrière supplémentaire qui permet effectivement de se protéger, mais aussi protéger ses proches. Et ça, c'est tout à fait fondamental. À ce titre-là, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que c'est chacune et chacun d'entre nous, au-delà de l'action des pouvoirs publics, qui est extrêmement déterminé et engagé pour protéger la population, ça dépend finalement de chacune et chacun d'entre nous, de faire en sorte que le virus ne contrôle pas notre vie, mais que ce soit plutôt nous qui le contrôlions avec ces mesures barrières. Et le fait de porter le masque de façon quelque part anticipée à ce qui va vraisemblablement arriver sur notre territoire national, dans ce beau territoire de la Mayenne, soit de mise. Et puis je terminerai pour vous dire que moi, je fais confiance aux Mayennais parce qu'ils ont fait la démonstration à la fois dans leur adhésion au dépistage, mais également au respect des mesures barrières, même si, et c'est naturel, on peut être tenté parfois de se relâcher ou de passer à autre chose, alors que nous n'avons de cesse que de rappeler que le match n'est pas fini, l'épidémie n'est pas finie, le virus continue à circuler à bas bruit sur l'ensemble du territoire national et en Mayenne. Eh bien, globalement, font attention et vont faire attention afin que, effectivement, avec le dépistage renforcé, massif, avec les mesures barrières, nous puissions aider effectivement à faire baisser ces indicateurs épidémiologiques pour le département de la Mayenne. Il n'y a pas de fatalité et nous sommes confiants à la capacité de tous les acteurs institutionnels, mais également la population, à arriver à maîtriser cette épidémie. En tout cas, sachez que nous nous mobilisons énormément, l'ensemble des institutions, les associations, les professionnels et établissements de santé pour faire en sorte que nous puissions contenir et diminuer ces risques d'épidémie. Merci, monsieur le directeur général. Est-ce que le docteur Blaise souhaitait compléter? J'ai l'impression que l'essentiel vient d'être dit. Effectivement, hein, c'est en fait le 30 juin que le doublement du nombre de cas qui est passé de 51 à 109 nous a immédiatement incité à réagir de façon sans aucun délai. Nous avions à ce moment-là des clusters qui étaient sous observation. Nous avons intensifié le travail de suivi des clusters. Et c'est une semaine après où le nombre de cas avait également doublé, donc qui montre bien qu'on est sur une phase de croissance épidémique, nécessitant la plus grande vigilance, que nous avons constaté qu'un certain nombre de cas n'étant plus rattachables à des clusters, ça veut dire qu'il y a un début de diffusion en population. Et à partir de ce moment-là, il faut élargir le dépistage ciblé sur les foyers, dans un dépistage qui du coup va permettre d'aller en population. Parce qu'on sait aujourd'hui que, et c'est relativement récent, le rôle important qui est joué par les patients asymptomatiques ou les personnes présymptomatiques. Donc à partir du moment où ça diffuse dans la population, il faut pouvoir les identifier ou leur permettre de s'identifier. Et ce qui est particulièrement important en élargissant ce dépistage, c'est de permettre à des Mayennais qui se savent en situation d'avoir été exposés parce que pour des raisons dépendantes ou non de leur volonté, ils se sont trouvés en promiscuité plus importante qu'il ne le faudrait dans des situations qui pourraient les avoir exposés, ou bien parce qu'ils savent qu'ils vont aller contacter des personnes qui sont plus fragiles et qu'ils souhaitent ne pas risquer de transmettre, et à ce moment-là, qu'ils vont pouvoir spontanément, et c'est cette offre qui est faite, se dépister. Et de cette façon-là, on élargit la capacité à identifier les personnes qui sont, y compris peu ou pas symptomatiques, mais évidemment toutes les personnes également qui présentent des symptômes, même mineurs, puisque ça c'est la stratégie que l'on développe depuis le déconfinement. Aujourd'hui, on a démontré la capacité à intensifier ce dépistage.
On se rend compte qu'on a raison parce que les premiers éléments que nous avons, ils ne sont pas encore complets, mais les premiers éléments que nous avons montrent que le taux de positivité reste élevé. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la conjonction entre un taux d'incidence, donc un nombre de cas rapporté à la population qui augmente. Quand le taux de positivité augmente simultanément, ça veut bien dire que le virus circule plus. Sinon, l'intensification du dépistage, même avec un même nombre de personnes identifiées positives, montrerait au contraire un effondrement si le virus ne circulait pas. Et l'autre élément, le troisième élément important, c'est un R0 qui est supérieur à 1 désormais en France, mais qui est plutôt proche de 1,5 en Pays de la Loire, en Pays de la Loire et éventuellement en Mayenne selon les sources, nous invite à la plus grande prudence parce que ça signifie bien effectivement que le virus circule de façon plus intense puisque c'est au moins une personne et demie qui est infectée par personne qui est positive. Il est donc très important de les identifier pour casser les chaînes de transmission. Pour le moment, les chiffres confirment des situations qu'à chaque fois nous avons anticipé et intensifié les mesures. Et celle qui est maintenant proposée, c'est d'intensifier le dépistage, c'est fait, mais également le port du masque et les mesures barrières, puisque ce sont vraiment les dépistages et mesures barrières avec le masque sont les deux mesures, les deux grands leviers principaux en l'absence de vaccin et de traitement aujourd'hui. Voilà, donc je pense que la stratégie des pouvoirs publics apparaît clairement depuis le 11 mai et le début du déconfinement. Déconfinement, affirmation forte de la nécessité de respecter les gestes barrières qui ont été rappelés, recommandations appuyées pour le port du masque, et puis avec les jours qui s'écoulent, apparition de clusters dans notre département, accélération de la transmission du virus et mise en place de centres de dépistage spécifiques, à la fois sur l'initiative de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui diffuse des bons à ses assurés sociaux. Je vais donner la parole à Madame Chesneau, et mise en place de 2 centres de dépistage où chaque Mayennais peut se présenter à son initiative individuelle. 2 centres de dépistage, certains d'entre vous étaient à mes côtés et auprès de l'ARS lundi et mardi dernier, lorsque nous sommes allés à Laval et à l'Huisserie. Et ces 2 centres de dépistage, dans les jours qui viennent, vont être accrus, puisque nous pourrons y revenir tout à l'heure, 2 projets en particulier en ce domaine. Et puis, 3e élément de cette stratégie des pouvoirs publics, vous en avez dit un mot, docteur, c'est le passage à l'étape supérieure en matière d'obligation du port du masque dans les établissements recevant du public. Peut-être sur ce sujet, des centres de dépistage, peut-être l'action de la CPAM, Madame Chesneau, et puis l'action menée pour l'ouverture de centres de dépistage temporaire. Madame Chesneau. Une question pour peut-être des micros à chaque fois. Est-ce que pour vous, à quoi ça sert d'avoir un seuil d'alerte si on a vraiment de nouvelles mesures après derrière, par exemple? Le port du masque, c'est quelque chose qu'on fait depuis des semaines et des semaines. On n'a pas l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va faire freiner l'épidémie en Mayenne. Je pose la question. Vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Ça sert d'avoir des seuils en fait modérés, élevés, si on n'a pas vraiment de mesures après derrière. On n'a pas l'impression qu'il y a des choses concrètes qui sont préparées en amont. Merci de nous avoir dit que vous étiez en direct. Peut-être le sujet... docteur, je vous en prie. Je compléterai. On intensifie, ces seuils d'alerte extrêmement importants parce qu'ils nous permettent d'intensifier, de décider d'intensifier les mesures que nous prenons. C'est ce que nous faisons avec cette intensification de la capacité de dépistage, avec une offre de dépistage qui est élargie et dont on porte la connaissance des Mayennais. Quant au port du masque, c'est un renforcement de la recommandation de porter le masque. Nous avons tous constaté que, et on le sait, le port du masque en population, quand on n'est pas en milieu médical, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et c'est quelque chose qui se relâche lorsqu'on n'a pas le sentiment de vulnérabilité. Aujourd'hui, l'enjeu, dans les territoires où le virus circule plus,
c'est de renforcer cette mesure, quitte à le rendre à être plus incitatif ou assertif quant à la nécessité de le porter. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que nous avons bien communiqué auprès de la population mayonnaise sur cette situation d'accélération de l'épidémie, comme elle a eu lieu d'ailleurs dans d'autres départements, et puis s'est éteinte. Aujourd'hui, c'est la Mayenne qui est plus concernée. Et des études récentes qui ont été faites d'observation du port du masque ont montré une forte évolution d'une semaine à l'autre. Alors, j'ai plus exactement les semaines, mais entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, dans le constat du port du masque dans l'espace public, à la fois à Laval, à Cran et dans une autre commune de Mayenne, où on a constaté une amélioration nette du port du masque dans ces communes, jusqu'à des seuils, des taux d'utilisation qui deviennent significatifs et probablement efficaces. Donc oui, ça vaut le coup d'intensifier les comportements. Le virus, il n'est pas sous notre contrôle, on ne le commande pas. Et c'est chacun qui le transporte d'une personne à une autre. Et c'est donc vraiment l'application à soi-même, de façon citoyenne et responsable, de mesures de distanciation qui sont la mesure aujourd'hui la plus efficace pour éviter de transmettre. Plus on fait savoir, on explique et on permet aux gens de prendre leurs responsabilités, plus on pourra être efficace. Et aujourd'hui, un certain nombre de choses nous montrent, pas dans les chiffres encore, c'est clair, mais dans les comportements, on a des indices qui nous montrent qu'il y a une intensification de l'application de ces mesures barrières. Oui, et peut-être il ne vous a pas échappé en effet que finalement ce seuil d'alerte... Et il est presque 11h sur LCI. Vous voyez toujours cette conférence de presse en direct de la préfecture de Laval. Le préfet qui s'est exprimé, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. 6 communes donc vont voir le masque obligatoire, le port du masque dès à présent dans les lieux publics clos. Vous avez entendu, vous le réécouterez tout à l'heure, Jean Castex qui lui annonce que sur le territoire, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Politique donc dans cette région de dépistage massif et amplifié, le virus circule de façon plus intense. Nous sommes toujours en direct avec notre épidémiologiste Pascal Crépet. Ces annonces sont assez alarmantes tout de même. Alarmantes, les éléments qui ont été évoqués, on les connaissait déjà. On savait déjà que le nombre de reproductions en Mayenne était autour de 1,5 et qu'effectivement on avait une incidence plus élevée. Donc pas forcément alarmante. Moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est la décision qui a été prise d'augmenter les capacités de tests, enfin de collecte de tests avec plusieurs points de laboratoires mobiles qui vont être mis en place et qui vont participer un peu au désengorgement des laboratoires existants et éventuellement éviter justement cet engorgement qui risque de diminuer l'efficacité du dispositif de l'identification des cas et des personnes contacts qui, lui, a une vraie efficacité pour casser les chaînes de transmission. Ah oui, du coup, sur ces nouveaux centres de dépistage, on va revenir. On va poser la question à Christelle Morancet. Je rappelle que vous êtes présidente LR de la région des Pays de la Loire. 3700 prélèvements déjà sur ces 3 derniers jours. Logistique très importante et elle va devoir l'être encore plus puisque le préfet, ce matin, annonce cette opération encore plus massive de dépistage. Oui, je pense que c'est une bonne chose de dépister encore plus massivement. Mais encore une fois, si on dépiste massivement, derrière, on va avoir des cas en augmentation. Enfin, je veux dire, c'est logique et mathématique. Moi, ce qui m'interpelle dans les propos de cette conférence de presse, c'est quand même le port du masque qui, pour eux, est obligatoire. Bien évidemment qu'il est obligatoire. Mais maintenant, il faut juste se mettre à la place des habitants. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on leur disait que ce n'était pas nécessaire de mettre le masque. Et aujourd'hui, en pleine crise en Mayenne, on leur dit de mettre le masque. Je pense qu'il faut surtout en appeler à une grande campagne de communication et de transparence pour l'ensemble de la population. Parce qu'encore une fois,
il y a quelques mois, pas de port du masque, et là aujourd'hui, il faut porter le masque. Alors que depuis le début, je pense que c'est la bonne solution de porter le masque, mais ça doit s'accompagner de toute une communication et surtout de la pédagogie pour l'ensemble de la population. En termes de communication, justement, William Tay, les mots sont quand même très forts. Le virus circule de façon plus intense. C'est aussi une manière de faire réagir la population, peut-être? Oui, en partie c'est ça, mais ce qu'on peut voir à Mayenne, c'est aussi un cas d'école, au cas où il nous arrive une deuxième vague, et donc on peut voir les premières limites. Les premières limites, c'est que les gestes barrières, apparemment, sont plus ou moins appliqués, et notamment, je pense que quand il parle de personnes asymptomatiques, il vise les plus jeunes, enfin, la personne qui a évoqué ça. Et la deuxième partie, c'est la question des tests. Là, pour l'instant, ils réussissent à mettre plus de moyens sur les tests, parce qu'ils doivent regrouper les moyens des autres départements, sur le département en particulier. Mais si on a une deuxième vague et que le pays est touché complètement, est-ce qu'on sera en capacité d'avoir des tests sur tout le territoire? Donc d'ici juillet jusqu'à vraisemblablement septembre, octobre, tous les moyens doivent être mis dessus. Et puis le souci, moi c'est un autre point que je vois, c'est la contradiction entre la volonté de faire porter le masque maintenant et aussi de faire repartir l'économie, notamment l'été, avec toutes les vacances d'été, ce qui est quand même une forme de contradiction et ce qui est compliqué quand même de s'amuser avec un masque, en tout cas c'est plus ou moins limité. Donc ça c'est les 4 points, que je vois principalement, et le test de Mayenne va nous permettre de savoir si on sera prêt à la deuxième vague en octobre. Sur le fond et sur la forme, Marie-Ève Malouine, le préfet, dès le début, a dit « j'ai imposé » et il a dit qu'il fallait agir, j'ai agi. Oui, là aussi, en termes de communication, il faut s'imposer. Elle est claire et nette. Il n'a pas peur de dire « j'impose le port du masque ». Et c'est vrai qu'on a eu un exécutif, des autorités qui ont eu du mal à dire « on l'impose ». Et on impose les choses parce qu'il y a une culture de la liberté individuelle en France, et donc parfois on a le sentiment que c'est difficile à aller contre. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il disait bien clairement que la population adhérait à ce plan, et je pense que quand il y a une bonne information, quand on explique pourquoi on fait les choses, les gens adhèrent. Quand on est moins clair, qu'on recommande, ce serait mieux, mais quand même pas, mais c'est compliqué d'adhérer à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas très bien. Donc la clarté engendre l'adhésion, et la confusion engendre la méfiance. Ce sont des règles de base en communication, je crois qu'on vérifie sur ce virus. Alors justement, les tests, eux aussi, ils sont sur la base du volontariat. Est-ce qu'on peut imaginer, dans certaines régions, là où il y a des foyers de contamination identifiés, qu'on impose et qu'on rende obligatoires les tests? C'est-à-dire que le test est obligatoire si vous allez voir un médecin, que vous avez des symptômes ou que vous appelez. Et là, sur les centres de dépistage, c'est sur le volontariat. Parce que matériellement, on ne peut pas tester tout le monde. On voit bien que là, déjà, il y a une petite distinction entre l'épidémiologiste qui dit, bon, c'est bien de tester tout le monde, mais si on teste tout le monde, on engorge et on n'arrive pas à aller assez vite pour les gens dont on a besoin de le savoir très vite pour pouvoir remonter la chaîne de la transmission du virus. Mais on voit aussi que les gens qui vont se faire tester, ils vont se faire tester pour une bonne raison. D'après les reportages que vous avez faits, il y a aussi bien des jeunes qui vont aller voir leurs grands-parents et donc qui veulent se faire tester avant, des gens qui changent de département. Donc les gens ont une attitude responsable. Et rendre obligatoire les tests pour tout le monde, généralisé, ça veut dire qu'on a non seulement assez de tests et de testeurs, parce qu'on voit aussi que là maintenant on a les tests, mais il faut les personnes pour les pratiquer et pour les analyser derrière. Donc tout ça est une grosse organisation. C'est une chose aussi de rendre obligatoire les masques, et puis une autre de rendre obligatoire un acte médical. On ne rend pas obligatoire aujourd'hui le vaccin, par exemple, donc ça n'a pas vraiment de sens d'imposer. Dans certains départements, si en tout cas il y a des foyers de contamination identifiés, en tout cas... Pensez pas que c'est en tout cas l'obligation avec un acte médical. Je suis pas sûre que ce soit l'hypothèse idéale. Économiquement, on se pose quand même évidemment cette question. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça fait partie de l'enveloppe prévue ou il va falloir rajouter des billets dans l'enveloppe? Oui, alors vous savez qu'il y a eu plusieurs séries d'amendements au projet de loi de finances 2020 pour faire face à cette épidémie. Donc il y a eu une enveloppe de 4 milliards d'euros qui a été donc dédiée aux dépenses de santé supplémentaires, donc l'élaboration de tests. Là, il y a aussi une rallonge prévue. Vous savez, il y a eu un plan de relance annoncé hier de 200 milliards. Il y a aussi un volet pour la santé. Donc pour l'instant, les moyens, ils sont mis. Le problème, c'est qu'au début, on a manqué, comme on a manqué de masques, on a manqué des éléments nécessaires pour fabriquer les tests PCR, ce qui a fait qu'on en a manqué. Mais aujourd'hui, on a rattrapé le retard, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État disait avant-hier, s'il y a une deuxième vague, aujourd'hui, on est davantage en mesure d'y faire face, et fort heureusement, que la première. Pascal Crépet, épidémiologiste, toujours avec nous. Justement, on va rebondir sur cette question qu'on se posait avec Claire Fournier.
Contraindre, obliger un acte médical, ce serait impossible, même dans cette situation, même si le virus reprend la phase de croissance, repart. C'est compliqué de répondre à cette question parce que la contrainte va forcément déclencher de la méfiance, de la frustration, etc. Je pense qu'on est beaucoup mieux à essayer d'expliquer et de convaincre que de forcément contraindre. Puis si vous contraignez quelqu'un à se faire dépister, quelle chance vous avez derrière, s'il est positif, qu'il respecte les mesures d'isolement, de quarantaine, qui devraient être mises en place après. Je ne sais pas si la contrainte est la bonne solution dans ce genre de situation. En tout cas, la politique de dépistage massive va être amplifiée. Et on va écouter le médecin qui était présent à cette conférence de presse. Ils expliquent tout de même qu'ils ont du mal parfois à remonter les chaînes. Écoutez. Nous avons constaté qu'un certain nombre de cas n'étant plus rattachables à des clusters, ça veut dire qu'il y a un début de diffusion en population. Et à partir de ce moment-là, il faut élargir le dépistage ciblé sur les foyers dans un dépistage qui, du coup, va permettre d'aller en population. Voilà, Pascal Crépet, on se pose cette question finalement, donc des cas qui ne sont plus rattachés à des foyers de contamination. Évidemment, les gens circulent. Un simple département, une simple région, il ne faut pas l'étendre. Les gens parcourent, finalement, les Français parcourent le territoire, notamment là pendant les vacances. Oui, vous allez forcément trouver des personnes originaires de Mayenne qui ont peut-être été infectées en Mayenne et qui se seront déplacées ailleurs et auront peut-être créé des contaminations secondaires, des cas secondaires dans d'autres régions. Donc ça, on peut pas forcément l'éviter, mais c'est pas forcément majeur. Il faut essayer en fait de cibler les mesures pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Et donc, c'est quand même dans ce département qu'il y a des cas, qu'il y a plus de cas. Et donc c'est dans ce département qu'il faut en priorité essayer de contrôler la circulation de ce virus. Et même plus précisément que dans le département, c'est peut-être même dans les villes dans lesquelles il y a eu les clusters, que la circulation est plus importante. Et en fait, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que, et ça a été redit lors de la conférence de presse, c'est que les indicateurs hospitaliers restent encore assez bons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester bons encore pendant plusieurs semaines, parce qu'il est possible, parce qu'il y a forcément un délai entre les infections et les éventuelles hospitalisations. Mais le fait que les hospitalisations n'aient pas augmenté, ça veut dire que dans cette phase de recirculation en Mayenne, on est encore au début de la phase. Ce qui fait que la circulation, pour l'instant, on est un peu à sa deuxième genèse de circulation virale. Et donc, il faut mettre effectivement le paquet, potentiellement le paquet un peu ciblé, pour être très efficace pour casser les chaînes de transmission là où elles ont lieu et autour des foyers mayennais. Est-ce que c'est aussi une anticipation pour la rentrée? Est-ce qu'on doit avoir peur de la rentrée? Une fois que tout le monde sera parti en vacances, aura passé ses vacances, ils vont revenir chez eux, les lycées, les collèges vont rouvrir. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce moment? Est-ce que c'est un moyen aussi là d'anticiper? C'est sûr, ça a été dit, hein, c'est un test. Là, c'est la première un peu crise, deuxième crise post-confinement que l'on vit. Par chance, ça reste à petite échelle. Donc les risques sont a priori relativement limités. Et ça va être très intéressant de voir à quel point on va être en mesure ou pas de contrôler ce potentiel redémarrage de l'épidémie. Et donc, toutes les mesures qui seront prises pour contrôler ce démarrage en Mayenne devront ensuite être analysées et on devra voir si on est en mesure de les appliquer
un éventuel redémarrage ailleurs, à un autre moment, et effectivement peut-être à la rentrée. Renaud, il faut préparer psychologiquement en fait les Français, c'est aussi ça, un système d'anticipation. C'est que la rentrée, voilà, elle va être observée tout de même. Dans son interview, le président de la République a dit qu'il voulait la rentrée la plus normale possible. Oui. Et c'est vrai que il n'a pas dit qu'elle serait normale, en effet, il ne s'est pas avancé. Exactement, il la souhaite la plus normale possible. Et il y aurait des accommodements si jamais, effectivement, le virus circulait plus au mois d'août et à la rentrée. Mais la rentrée, ça sera effectivement un signal de retour à la normale ou pas, parce que ça concerne des millions et des millions de parents, d'enfants qui ont vécu 6 mois. Il y a des enfants qui ont vécu 6 mois sans école, hein, entre les grèves de janvier-février et le Covid, 6 mois en dehors du système scolaire. Donc il faut impérativement avoir une rentrée la plus normale possible. Et si ça se passe bien, ça sera un signal qu'on arrive à gérer. Et moi, j'aime pas trop cette expression, mais entre guillemets, à vivre avec le virus. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, là, on a le premier test grandeur nature, laboratoire en réel, avec la Mayenne, d'une première alerte. Et on va devoir vérifier si, en termes de dépistage et si, en termes de tests, nous sommes au point, si on a plusieurs départs cet été. Moi, ce que je crois comprendre de déclarations de professeurs de médecine, c'est qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons du mois de mars. Encore une fois, en termes de personnel de prélèvement, en termes de capacité, de rapidité d'avoir un rendez-vous, 3 jours pour avoir les résultats, c'est trop lent. C'est trop lent. C'est trop lent par rapport à certains pays asiatiques où on prend toujours l'exemple de la Corée du Sud, mais dès qu'il y a un début de départ, ça va très très vite. Là, il me semble que nous sommes trop... On parle, je suis bien sûr pas un professionnel, mais on parle du 30 juin, on est le 17 juillet. 17 jours pour mettre en place... Il faudrait voir si ça s'adapte en tout cas. Si les professeurs de médecine trouvent que 17 jours depuis les premiers départs, c'est le bon délai. Mais je pense qu'il faut vraiment étudier ce cas de la Mayenne. Mais les retours, moi, qu'on peut avoir, il me semble qu'on n'a pas vraiment appris sur les tests. Hein. Les masques, oui, mais les tests. Encore une fois, si on étudie la séquence, les masques donc obligatoires maintenant là dans 6 communes désormais tout de suite, 6 communes de la Mayenne donc dans les lieux publics clos. Et Jean Castex, donc, qui annonçait tout à l'heure que ce sera sur tout le territoire dès la semaine prochaine, alors qu'on avait aussi cette séquence d'Emmanuel Macron qui nous parlait du 1er août. On va réécouter justement le Premier ministre tout à l'heure devant les sénateurs. Le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Et nous allons tout de suite rejoindre au Sénat notre journaliste Éléonore Perrault. Éléonore, le Premier ministre a commencé son discours face aux sénateurs avec cette information. Oui, absolument. C'était presque ses tout premiers mots devant les sénateurs. Jean Castex qui annonce donc le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos par la publication d'un décret qui sera publié déjà la semaine prochaine. Alors on sentait depuis déjà plusieurs jours que le gouvernement voulait avancer vite sur cette question. Lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron lui-même avait dit qu'il voulait rendre le port du masque obligatoire dès le 1er août face aux remarques, aux demandes de l'opposition, de la majorité des élus des territoires et d'un certain nombre de Français. Eh bien, le gouvernement voulait accélération mise en œuvre déjà ce matin puisque Jean Castex l'a dit devant les sénateurs. J'ai compris que cette échéance du 1er août apparaissait tardive, des mots qu'il a dit devant le Sénat. Le Sénat, vous le savez, c'est la chambre des élus des territoires, des élus particulièrement préoccupés par la situation et par une potentielle reprise de l'épidémie. Merci Éléonore et Morgane Paupe, donc en direct du Sénat. On en parlait déjà tout à l'heure, Marie-Ève Malouine, cette position, cette prise de position de Jean Castex. C'est important aussi pour lui de prendre ce sujet à bras-le-corps et de se positionner aussi là en chef finalement et de rassurer un peu les Français, c'est un peu l'idée. Oui, parce que c'est les propos qu'il a tenus dès sa nomination. Je suis le chef de la majorité, je suis le chef du gouvernement et on sent que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à décider. Alors il doit composer avec un président de la République qui lui a plus de mal à dire j'impose le port du masque. Et donc il joue de son profil aussi d'homme de dialogue en disant
je ne vais pas contredire le président de la République. On aurait pu avoir le président qui s'exprimait tel qu'il l'a fait en disant peut-être le 1er août, et Jean Castex disant non, moi je pense qu'il faut le faire plutôt là plus habilement. Il dit j'ai écouté, j'ai entendu, et donc on prend là une décision qui va convenir à tout le monde. Puis il éteint, et c'est peut-être d'éteindre une petite polémique qui pourrait venir de l'opposition en disant vous voyez, on vous l'avait bien dit, vous ne l'avez pas fait. Il dit non, je vous ai entendu, on est tous d'accord, on le fait ensemble, c'est plus consensuel. Mais regardez, c'est intéressant ce qui se passe dans le fonctionnement du couple exécutif. Là, on a la redite de ce qui se passait avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron. On a bis repetita, c'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, on avait Emmanuel Macron, lors de ses prises de parole, qui avait du mal à trouver sa place et qui n'était pas forcément très clair, plus lyrique, plus il avait des expressions ou autres qui faisaient que, en éteignant sa télévision, sa radio, on n'avait pas forcément compris les actes, les décisions. Et au contraire, on avait un Édouard Philippe qui était très précis, méthodique, qui annonçait les décisions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on a Emmanuel Macron qui, le 14 juillet, dit « Oui, alors sur le port du masque, il serait bien que, par exemple, le 1er août. » Mais ça, ce n'est pas l'annonce d'une décision. Et puis, est-ce que c'est au président de la République d'annoncer le port du masque? Pas forcément. Il aurait pu prendre plus de hauteur. C'est plutôt du niveau du Premier ministre. Et là, on voit Jean Castex, Premier ministre, qui reprend un peu, avec son style, mais qui reprend la même méthode un peu qu'Édouard Philippe. C'est lui, et qu'est-ce que vous retenir aujourd'hui les Français et ce soir dans les 20h et autres? Que c'est Jean Castex qui, précis, dit « J'ai écouté, dès la semaine prochaine, j'annonce le port du masque ». On aurait pu même avoir plus précis, le jour. Et puis après, effectivement... Mais on a l'impression, justement, Renaud, que ce n'est pas encore vraiment décidé. Alors, il y a eu cette information. Ah si, là, c'est décidé. Là, oui, mais alors, vous voyez, ça reste flou. La semaine prochaine, vous le dites. C'est-à-dire qu'il ne dit pas le jour même. On sait que cette information vient de tomber ce matin, même si, évidemment, ils sont au courant. Mais tout de même... Je crois savoir que les pouvoirs publics font confiance dans l'efficacité d'une annonce de port du masque obligatoire. Je m'explique. Lorsqu'on l'a annoncé dans les transports, on a dit qu'il allait y avoir des sanctions et que c'était obligatoire. On s'est aperçu, moi, prenant le métro, prenant le bus, j'ai pas vu de contrôle dans le bus. Or, tout le monde a le masque. Et je reprends ce que disait Marie-Ève, il y a une pression sociale. La société. Il y a une pression sociale qui fait qu'aujourd'hui, vous n'entrez pas dans le métro sans masque. On vous regarde et vous ne le faites pas 2 fois. Donc je pense que le gouvernement, il ne va pas y avoir un policier dans chaque supermarché, sans citer de marque, ou chaque boulangerie. Non. Il faut juste un temps, 4-5 jours, j'imagine lundi, mardi, pour que des petits panneaux, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, soient mis en place devant les magasins, que certains vigiles soient formés dans les grandes surfaces pour rappeler que le masque est obligatoire. Mais j'écoutais hier un patron d'une grande enseigne de distribution qui disait qu'ils sont prêts, eux. Ils sont prêts. Et ils le réclamaient depuis des jours et des jours, parce que le personnel le réclamait. Et ils sont prêts, et les vigiles sont prêts. Et je pense que ça va se passer très, très, très bien et très facilement. Il y a déjà quand même beaucoup de cas dans les magasins, en tout cas dans certaines régions. Évidemment, hier, on parlait un petit peu de cette différence entre le sud et le nord, parce que oui, il y a eu évidemment ils ont été plus touchés, c'est des régions qui ont été plus touchées. C'est vrai que dans le sud, si on se balade dans certaines villes, le port du masque, c'est quand même pas encore non, et puis la vie en plein air, ou voilà, quand il fait très chaud, c'est vrai que certains peuvent considérer que c'est un peu plus pénible. Mais moi, je pense qu'on ne va pas avoir une date avec tout d'un coup des sanctions, 90 € si on porte pas le masque dans les magasins. Ça ne va pas se passer comme ça. On va faire confiance à la responsabilité collective, et je pense que ça fonctionnera comme ça a fonctionné dans les transports en commun. Le TGV, c'est pareil, que lorsqu'il y a 1 ou 2 voyageurs, ils ne restent pas longtemps sans masque. Sauf que comme on a tardé à prendre cette mesure, donc de rendre obligatoire finalement le port du masque dans les lieux publics, moi j'entends beaucoup de témoignages de commerçants notamment qui disent qu'ils se font enguirlander par les clients, ou que le client quitte le magasin parce qu'on lui demande de porter un masque. Donc là, il y a un resserrage de vis. Est-ce que les Français y sont prêts? On va voir. Est-ce que le contrôle social, entre guillemets, ça va suffire, sachant qu'il y a beaucoup de réticences quand même qui restent. Comme c'était pas obligatoire, on considère que le patron de ce magasin, il exagère. Donc on a perdu, obligatoire. Pourquoi il veut m'obliger? Le 11 mai, on a perdu entièrement 2 mois. C'est un raté de 2 mois très utiles où on aurait pu, en effet, dire que c'était obligatoire. On aurait dû le laisser le 11 mai en déconfinement. Alors, on aurait dû laisser. Chacun regarde évidemment sa région, parce qu'on se demande si on va être en effet...
reconfiner ou pas localement, ce qui va se passer ou autre. Olivier Véran, ce matin, s'est prononcé sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, évidemment, elle est quand même scrutée. Écoutez ce qu'il dit, le ministre de la Santé. Nous assistons dans certains hôpitaux parisiens à des signaux faibles de reprise épidémique. C'est pourquoi je demande aux Français de rester particulièrement vigilants, actifs. Il n'y a pas besoin de décret pour être vigilant. Il n'y a pas besoin de décret pour être actif contre le virus. Pas besoin de décret pour être vigilant. Évidemment, là aussi, les termes sont forts. Communication, faire réagir les Français. Vous savez, de toute façon, si on prend par exemple une loi quelconque, par exemple la loi des retraites ou une autre loi qui a été adoptée, le temps qu'on prenne des décrets d'application, il se passe souvent 1 an, 6 mois. Donc en fait, c'est pas en adoptant un acte législatif qu'on fait appliquer la loi immédiatement. On est passé à un nouveau paradigme où une annonce vaut décision publique, réglementaire ou législative. Et c'est un peu sur ça que compte Castex, parce qu'il doit être compliqué par... Parce que je crois que de souvenir en juridique, pour imposer quelque chose d'obligatoire, il faut avoir un avis du Conseil d'État et puis il regarde si la mesure est proportionnelle à la question de la protection des libertés publiques et des libertés individuelles notamment. Donc le texte doit passer au Conseil d'État, ça doit prendre 2 semaines. C'est pour ça que je pense qu'il a pensé au 1er août initialement pour prendre un tel texte. Oui. Donc en fait, il fait une annonce immédiate, mais le texte ne sera pris que dans 1 semaine, 2 semaines. C'est le cadre législatif. Sur la question de la reprise, et c'est la question la plus importante, le premier discours d'Emmanuel Macron, c'est « nous sommes en guerre ». Mais nous sommes en guerre, on sait qu'on aura une bataille en septembre ou en octobre. On a un test à Mayenne aujourd'hui qui nous permet de voir quelles sont nos forces et nos faiblesses. On voit qu'il y a des faiblesses sur l'application des gestes barrières, notamment des personnes les plus jeunes et des personnes dites asymptomatiques, donc vraisemblablement, en gros, ceux qui ont moins de 35, moins de 40 ans. Et un problème sur l'application des tests, pas des tests en soi, parce qu'on les a, sur comment on fait pour les collecter et pour donner les résultats les plus rapidement possible. Ce qui s'est passé en Asie, c'est qu'il y a eu l'épisode du SRAS au début des années 2000 qui a permis de servir de conscience. De ce que je vois moi actuellement, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience d'une partie plus ou moins grande de la population, mais que toute la population n'a pas encore été touchée, parce que globalement, la France et les pays européens ont eu plutôt de bons résultats pour ce Covid-19, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts par rapport à ce qu'on pouvait attendre initialement. Par exemple, si on compare avec les États-Unis, le nombre de cas est beaucoup plus important. Le choc n'a pas été encore assez important. Mais quand on va arriver en octobre, si on arrive en octobre et qu'on doit reconfiner, ce sera un échec majeur pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi collectivement à se mettre tous ensemble, alors que théoriquement nous sommes en guerre, à gagner cette bataille d'octobre. Et puis d'ici là, pendant 2 ans, on aura 3, 4, 5 batailles qui vont être des tests à chaque fois. En tout cas, avant tout ça, le port du masque donc, sera obligatoire dans les lieux publics clos la semaine prochaine. C'est donc ce qu'a annoncé Jean Castex et ce sera sur tout le territoire. On en reparle à tout de suite. Sur LCI, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, ce sera dès la semaine prochaine sur tout le territoire. Annonce de Jean Castex il y a quelques minutes, tout début de son discours devant les sénateurs. Et puis la Mayenne où ces foyers de contamination sont identifiés, le port du masque, lui, est obligatoire dans les lieux publics clos dès à présent dans 6 communes. Tout à l'heure, nous avons assisté en direct à cette conférence de presse donnée par le préfet de Mayenne et par le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Vous avez assisté, Claire Cambier, à cette conférence de presse en direct. Le virus circule de façon plus intense. Exactement, le virus circule de façon plus intense et ce qui inquiète, c'est qu'il dépasse les 7 clusters existants. Il se propage dans la population, comme l'explique ce médecin de l'ARS, le docteur Blaise. Écoutez. Constater qu'un certain nombre de cas n'étant plus rattachables à des clusters, ça veut dire qu'il y a un début de diffusion en population. Et à partir de ce moment-là, il faut élargir le dépistage ciblé sur les foyers, dans un dépistage qui du coup va permettre d'aller en population. Oui, donc du coup, une grande vigilance à avoir. Le nombre de cas augmente. On en est à 282 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va être mis en place? Peu de mesures supplémentaires, mais une intensification de ce qui existe déjà. On l'a appris ce matin. Un arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire dès 11 ans dans les lieux publics, dans 6 villes. Cela commence dès aujourd'hui et ceux qui ne le respectent pas risquent une amende de 38 €. Et puis, la campagne de tests massifs va être élargie. Des centres éphémères existent déjà et sont opérationnels depuis lundi, mais 2 nouveaux centres devraient être créés très prochainement, un au nord du département, l'un au sud. Pour l'instant, cela fonctionne très très bien. Sur les 3 derniers jours, 3700 tests ont déjà été effectués. Merci Claire Cambier et Soisy Coulier, donc en direct
de Laval, la Mayenne, où donc 6 communes voient depuis ce matin, dès maintenant, l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos. Je vous le disais, je vous le rappelle, ce sera sur tout le territoire dès la semaine prochaine. On n'a pas encore évidemment de date et de jour précises, mais c'est le Premier ministre qui l'annonce. Voilà pour l'information de la matinée, cette politique de dépistage massive et amplifiée donc dans ce département. On y reviendra bien sûr tout au long de la journée sur LCI. Autre thème, 11h32 dans Actu & Co. On va parler de ces tribunes, la guerre des tribunes, celles qui soutiennent et celles qui ne soutiennent pas Gérald Darmanin. Plusieurs tribunes, dont une signée par 91 intellectuels et personnalités, dont des prix Nobel de la paix. Gérald Darmanin, donc on va y venir, il s'indigne. Tribune de Rachida Dati, elle aussi. Et puis il y a la tribune des pro-Darmanin, avec des parlementaires de la majorité, 167, qui soutiennent le ministre en mettant en avant la présomption d'innocence. On va y revenir, on va revenir sur toutes ces citations, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Gérald Darmanin, le ministre qui était ce matin chez nos confrères de la radio. Il se dit victime d'une chasse à l'homme. Écoutez. Moi, je fais l'objet d'une calomnie, monsieur. Je ne souhaite à personne d'être accusé à tort. Et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être victime de la chasse à l'homme à laquelle je suis aujourd'hui. Chasse à l'homme. Oui, je suis l'objet. Vous savez, ça fait depuis 3 ans qu'il y a eu 3 décisions de justice dans la même décision qui ont conclu à une absence totale d'infraction. 3 décisions de justice. Et je répondrai à toutes les convocations de tous les juges et de tous les procureurs s'il le faut. Il n'y a strictement aucun problème. Mais je me demande de temps en temps, effectivement, si on se rend compte de ce qu'on fait de l'honneur de quelqu'un. C'est la guerre des tribunes, Renaud Pilat, à laquelle on assiste. Ces intellectuels, prix Nobel de la paix, tout de même, qui disent la justice... alors non, eux disent bien qu'il soit légalement innocent. Nous considérons comme politiquement... impensable, inacceptable cette nomination. C'est le côté moral qui est mis en avant, puisqu'il n'y a pas de côté légal. Oui, depuis la nomination de Gérald Darmanin, c'est le débat, et on voit bien que ça devient un sujet politique, puisqu'il s'est plusieurs fois déplacé, puisqu'on a eu des sujets de sécurité très importants, des drames, encore le drame de ce pompier il y a quelques heures, et on voit bien qu'à chaque interview, il est interrogé sur... Et puis souvent suivi, c'est-à-dire quand il se déplace, il y a des mouvements féministes qui viennent montrer leur protester contre ça. Voilà, et je pense que ça va se poursuivre, parce que les mouvements féministes qui, effectivement, sont sur ce qui s'est passé, eh bien, ne lâcheront pas. Et on voit bien que c'est un mouvement qui, effectivement, et pour reprendre ce que vous avez dit, vous avez beau, et le chef de l'État a beau rappeler le droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, tout citoyen y a droit. Et lorsqu'effectivement, même lorsqu'on est mis en examen, il y a une présomption d'innocence. Mais il y a un mouvement qui ne touche pas que la France, qui touche toutes les grandes démocraties occidentales, et je dirais même toute la planète. Ce mouvement, c'est quoi? C'est un mouvement avec, grâce aux nouvelles technologies, vous avez aujourd'hui des groupes qui peuvent, au nom de tel ou tel principe, là en l'occurrence c'est le principe moral, eh bien des associations féministes, des groupes féministes considèrent que le droit passe derrière le principe moral et considèrent que la nomination d'un ministre, notamment d'un ministre de l'Intérieur, est un sujet politique et que politiquement c'est une faute. Même si légalement il n'y a pas de problème, elles font passer la morale et le sujet politique en supérieur. Et donc on se retrouve avec on peut le déplorer, mais on peut le déplorer parce que normalement la présomption d'innocence est bafouée. Mais elle est bafouée depuis combien de temps, la présomption d'innocence, dans les médias, dans les débats, et donc là on a une guerre de tribune qui fait que ça correspond à l'époque. On peut détester cette époque, on peut considérer que c'est un progrès, en tout cas elle est là. Et ces mouvements-là ne s'arrêtent pas. Il va falloir qu'ils tiennent face à la pression sociale, en fait. Finalement, c'est ça aujourd'hui. C'est le tribunal un peu de la rue aussi, tout de même. Il y a la question du tribunal de la rue, mais il y a un enjeu politique. Ce que nous a dit le président de la République, ce qu'a dit aussi Jean Castex, qui s'était entretenu avec lui, et ce qu'il ne formule pas, mais qu'il suggère, c'est qu'il considère, après avoir discuté avec lui, que les accusations dont il fait l'objet sont infondées. D'une part parce que 3 fois les plaintes n'ont pas abouti, et parce qu'après en avoir discuté avec lui sur le cas précis, il considère que les accusations ne sont pas fondées. Mais ça, ils ne veulent pas le dire. Et puis politiquement, il y a la question du principe. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui fait l'objet quand même d'une procédure, même si c'est pour des questions techniques de procédure,
on va investiguer. Et qui va mener l'investigation? Des policiers. Or, c'est le ministre des policiers. Et c'est là où il y a quelque chose qui coince. Et la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde, sauf pour un ministre. Quand il y a une enquête, les ministres démissionnent. En particulier, on pense à François Bayrou, il n'était pas mis en examen, il était ministre de la Justice, donc il ne pouvait pas rester. Et là, Gérald Darmanin a été nommé alors qu'il est le chef des policiers qui vont enquêter sur lui. Et donc, ça pose question. Et cette question-là, il faut que le gouvernement, le pouvoir exécutif, y réponde en disant, soit sur le cas particulier, on considère qu'il n'a rien à se reprocher parce qu'on en a discuté avec lui, parce qu'on a examiné le cas, parce que l'affaire est dans la presse. Et puis il y a le plan du principe. Est-ce qu'il faut revenir sur cette jurisprudence qui dit que dès qu'il y a une plainte contre un politique, il abandonne tout? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, si on veut détruire un politique qui est ministre, on dépose une plainte contre lui. Mais il faut séparer les choses, le principe et le cas individuel. On peut même imaginer qu'Emmanuel Macron s'est renseigné. Alors oui, il y a l'indépendance de la justice, mais savoir en effet si juridiquement, judiciairement, s'il y avait quelque chose derrière, potentiellement, c'est ce qu'il a dit dans son interview du 14 juillet. En effet, voilà. Donc on le sait qu'il s'est renseigné. Bon, maladroite, mais... Claire Fournier voulait réagir. Oui, si Emmanuel Macron voulait se couper de la jeunesse, et notamment des jeunes femmes, il n'aurait pas mieux fait. Parce que je ne sais pas si vous avez discuté avec des jeunes de 20 ans, de 30 ans, des jeunes femmes, elles sont absolument stupéfaites de la nomination de Gérald Darmanin. Loin de moi l'idée de remettre en cause la présomption d'innocence, comme tout le monde. Je pense que c'est un droit fondamental dans notre démocratie. Je trouve néanmoins qu'un ministre qui est sous le coup de soupçons portés par 2 femmes d'avoir pu obtenir des relations sexuelles en échange de faveur ou d'intervention, même si, encore une fois, je sais, ça a donné lieu à des non-lieux. Symboliquement, ça a un poids quand même. Et le sentiment que cela donne à ces jeunes femmes, et d'ailleurs pas que les très jeunes, c'est que, eh bien, si vous voulez, le mouvement MeToo, ça n'existe pas en France, et que Emmanuel Macron, sur les questions féministes, il est plutôt dans le monde d'avant. Voilà. Je trouve que symboliquement, c'est quand même pas rien d'avoir nommé au ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'il y a ces soupçons-là. Oui, est-ce que c'est vraiment renier finalement le mouvement MeToo? Alors les députés, eux, de la majorité qui soutiennent Gérald Darmanin dans des tribunes, dans une tribune notamment, disent la justice ne sera plus rendue si accusation vaut condamnation. C'est ce qui prévaut de toute façon aujourd'hui? On l'a vu pendant une affaire qui a marqué la dernière élection présidentielle avec l'affaire François Fillon. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dès qu'on a une affaire, la personnalité politique, notamment politique, est présumée coupable. François de Rugy a démissionné pour du homard, on rappelle, en fait, finalement. À chaque affaire aujourd'hui, la personnalité politique est présumée coupable. On est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité d'un point de vue médiatique. Et en fait, ce qui se passe, et moi je reprends ce qui a été dit dans la tribune, quand un groupe constitué plus ou moins communautaire dit que globalement on s'en fout de la loi de la République, ce qui compte c'est la morale, c'est des gens qui essaient de s'attaquer à la République. Tout simplement, on ne peut pas dire en gros que la loi ne s'applique pas pour des personnalités politiques, ce sont des justiciables comme les autres. On ne peut pas aller au-dessus des lois pour eux, mais on ne peut pas aller en dessous des lois pour eux. Ce qui se passe globalement, et c'est la jurisprudence de Lionel Jospin qui a dit qu'en gros, chaque ministre mis en accusation devait démissionner. Ça a mis à mal l'autorité politique et ça a laissé croire à la population que les ministres étaient globalement tous coupables. C'est ça globalement ce qui se passe. Et puis la multiplication des affaires, la multiplication notamment sur les réseaux sociaux avec les nouveaux moyens de communication. Avec un cas, on a l'impression que c'est des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes. En fait, c'est 4-5 personnes qui globalement se trompent de chemin. Mais il faut prendre en compte que globalement, sur le cas Darmanin spécifiquement, parce que je reviens dessus, globalement, s'il y a eu deux non-lieux, on peut laisser se présumer que globalement, c'est sûrement, possiblement une affaire de coup monté, même si j'ai pas beaucoup d'estime pour Darmanin. Alors, tout de même, on parlait des femmes, beaucoup, alors un collectif de féministes, enfin pas seulement. Rachida Dati, qui signe une tribune, elle-même, ancienne ministre de la Justice, elle est, alors, pas forcément dans le même camp que Darmanin, en tout cas, ils viennent quand même aussi de la même famille politique, ils sont très proches tous les deux de la même personnalité. C'est souvent dans la famille politique. Qu'est-ce que c'est? C'est un coup politique, là aussi? Non, mais il peut y avoir une parole sincère de Rachida Dati, mais il y a aussi de la politique. Et lorsqu'on a effectivement une famille politique comme la droite qui s'est éclatée en 1000 morceaux, avec certains qui sont partis effectivement travailler avec Emmanuel Macron et d'autres qui restent, et c'est le cas de Rachida Dati, au Parti Les Républicains, eh bien, on peut avoir des déclarations qui sont fortes. Les mots sont très forts de Rachida Dati. Après, elle considère que Rachida Dati, sur effectivement les droits des femmes, elle a aussi une légitimité dans son combat de vie. Elle explique que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. On ne peut pas considérer que ce n'est qu'une déclaration
politicienne. Mais c'est vrai que, de toute façon, compte tenu de la façon dont, pour reprendre l'expression, c'est emmanché tout ça. Ça fait des jours et des jours qu'on parle de Gérald Darmanin dans l'opinion plus sur cette affaire que sur les propos qu'il a eus. Ce matin, il emploie le terme de chasse à l'homme. Oui. C'est un terme extrêmement fort. Et il ne faudrait pas, et ça, là pour le coup, je prends d'un point de vue purement politique dans l'équipe gouvernementale, que sa parole et son action soient entravées par, jour après jour, une multiplication des tribunes, des déclarations, des politiques, des manifestations qui les suivent. Et malheureusement, nous sommes... Enfin, malheureusement, en l'occurrence, ça c'est une cause juste. Mais ce que je veux dire, que ça soit sur cette cause-là ou d'autres, on voit aujourd'hui que l'émotion, la volonté d'avancer vite, la volonté de faire progresser, la morale, parce qu'il y a eu un retard de décennies, le mouvement MeToo, qui est bien évidemment salutaire, fait que les choses aujourd'hui, on est passé d'un enterrement de première classe de ces causes à aujourd'hui une médiatisation qui fait que pour un... C'est que ça vient en plus avec quand même le sentiment que sur ces causes-là, on n'a pas beaucoup avancé, alors qu'on avait une Marlène Schiappa qui était censée... Alors, on va revenir sur Marlène Schiappa. Alors, on va justement y revenir. Mais sur ce point, j'ai envie de dire, quelle est la suite, en fait, finalement? Quelle est la suite, puisqu'il n'y a pas de suite légale? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à chaque manifestation, à chaque déplacement de Gérald Darmanin... La procédure va suivre son cours. Oui, mais donc, elles n'ont pas, en tout cas, dans ces tribunes, je veux dire, ces femmes, elles n'ont pas de pouvoir légal, c'est-à-dire elles ne peuvent intervenir. Donc, elles ne vont faire que sur la forme, finalement. C'est du rapport de force. Voilà, c'est la pression sociale. À chaque fois que Gérald Darmanin va se déplacer, elles seront là. À chaque fois qu'il va être interviewé, il devra répondre là-dessus. C'est la pression psychologique un petit peu, c'est un ça, peu, pour lui aussi, oui, parce que c'est poussé à bout. Psychologiquement, c'est difficile à vivre pour lui, j'imagine. Et ça montre aussi qu'en politique, la stratégie de l'esquive, ça ne fonctionne pas. Dire c'est de la calomnie, c'est de la chasse à l'homme, alors que cette affaire dure depuis longtemps, alors que ça dure depuis sa nomination. Marlène Schiappa qui dit c'est politique. Les gens ont besoin d'explications, encore une fois. Sur cette affaire, sur ces plaintes, il faut, je crois, à un moment, expliquer réellement les choses. Dire on a eu une discussion dans Mahom, qu'est-ce que ça veut dire? Je le crois, il me dit qu'il est innocent, je le crois. Il faut dire clairement les choses plutôt que les suggérer même si ou les mépriser. On se rappelle qu'il avait promis juré dans le bureau de François Hollande qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Voilà, donc évidemment, c'est toujours... Oui, mais ça peut permettre de dire je l'ai cru à l'époque et maintenant je me rends compte que j'aurais pas dû le croire. Mais mettre aussi Marlène Schiappa, on peut pas s'empêcher de penser... Alors, on va y venir en effet. Marlène Schiappa, cette nomination... dans le même ministère juste à côté... Sa position, elle était ce matin d'ailleurs sur notre antenne, elle a été interrogée par Julien Arnaud évidemment sur ce sujet. Écoutez là, on reparle juste après. Je n'ai aucune leçon de féminisme à recevoir de qui que ce soit. Et si vous voulez, le Parti Socialiste notamment, qui fait de la récupération politique en disant Marlène Schiappa qui vient de la gauche, etc. Je n'appartiens à aucun parti politique de gauche. Je n'ai jamais été adhérente du Parti Socialiste. Il serait plus avisé de participer à la construction des lois que nous avons menées. Donc si vous voulez, commenter sur les réseaux sociaux, c'est facile. Moi, je comprends l'émoi et je comprends véritablement les questions de bonne foi de féministes qui sont engagées et qui se posent des questions. Et elles ont le droit de se poser ces questions. Et la réponse, ce sont les décisions de justice. Et la réponse, c'est l'action que je vais mener au ministère de l'Intérieur. Voilà, elle ne répond pas vraiment, elle se cache vraiment tout de suite vers aussi décision de justice. En même temps, bon, elle ne peut pas faire peut-être plus. Mais ça pose question, là aussi, une question d'image. Forcément, pour la population, il y a une incompréhension totale. C'est l'image et le symbole, puisque Marlène Schiappa le dit. C'est fait exprès d'ailleurs. Est-ce que c'est fait exprès finalement, on se dit? Est-ce que c'était une caution? Ça peut être interprété de cette façon. En même temps, on n'a aucun élément là-dessus. Elle a toujours défendu Gérald Darmanin avant d'être dans le même ministère que lui. Mais là où ça la touche, c'est que ça met en jeu sa crédibilité de féministe. Et c'est pour ça qu'elle réagit aussi comme ça. Et dans ces événements, on est dans l'irrationnel, on est dans l'émotion. Puisque si on regarde juste les faits, effectivement, les procédures jusqu'à présent n'ont pas abouti. Il y a une nouvelle procédure parce que le juge d'instruction n'avait pas commis de nouveaux actes avant d'aboutir à un non-lieu. Donc c'est très compliqué. Quand on joue sur l'émotion, on n'est pas dans le rationnel. Oui, et donc ça peut prendre des proportions qu'on ne peut pas envisager
Avant, c'est assez imprévisible. Alors, quoi qu'il en soit, politiquement, chaque ministre, chaque déplacement, souvent, ils sont interpellés sur cette affaire. Gérald Darmanin, un peu empêché, donc parfois, puisque c'est court-circuité, forcément, quand il y a une manifestation de femmes, de féministes devant, on va en parler, on va être moins sur le déplacement et sur le message qu'il veut passer. Mais il empêche peut-être même, j'ai envie de dire plus général, tout le gouvernement. Ça n'a pas posé un problème à un moment? Non, mais surtout, ça ne se décante pas. Surtout que Gérald Darmanin, ce matin, le dit à la radio, il dit clairement que psychologiquement, je ne souhaiterais à personne ce qu'on fait subir actuellement. Donc ça veut bien dire dans sa bouche qu'il passe un très mauvais moment depuis sa nomination. Or, Gérald Darmanin a été nommé au ministère de l'Intérieur pour rattraper les mois et les mois d'insuffisance, d'incarnation sur la sécurité, sur ces sujets régaliens qui ont effectivement miné, mais enfin qui comptent énormément dans l'opinion. On le voit bien avec les drames et les faits divers qu'il y a pu avoir ces derniers mois. Donc, mais en même temps, il le savait bien quand même que ça allait arriver et que ça allait se passer comme ça. Non, vous savez, vous savez, en politique, on a l'habitude de croire que tout est organisé, que tout est pensé. Eh bien non, ça se passe pas comme ça. On peut pas forcément imaginer telle ou telle réaction, l'ampleur d'une réaction, que des groupes vont ne pas lâcher. On peut imaginer qu'il y aura juste 2-3 petites réactions. Mais on a changé encore une fois d'époque et aujourd'hui on est dans un moment où les gens, à tort ou à raison, sur des causes justes ou sur des causes qui peuvent être moins injustes, ne lâchent rien avec des outils de communication. Les réseaux sociaux permettent d'organiser des manifestations extrêmement rapidement, des rendez-vous le vendredi, il y avait du monde il y a 8 jours. Donc ça devient un sujet politique que va devoir traiter le gouvernement si jamais les choses durent jour après jour. Oui, en même temps, il peut poser un problème, même clairement, pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement. Le problème, c'est que ce que vous avez dit, c'est que Darmanin devait attraper, entre guillemets, les boulettes de Castaner depuis les Gilets jaunes. C'est à peu près ça. Le problème, c'est que s'il n'est pas en capacité d'incarner un ministère régalien et un peu le duo Valls-Taubira qui devait former avec Dupond-Moretti, ça va être très compliqué parce que du coup, ça va être Dupond-Moretti qui prendra uniquement la lumière et il y aura un déséquilibre entre la justice et l'intérieur souhaité par Emmanuel Macron et Jean Castex. De ce point de vue-là, c'est compliqué. Il est empêché politiquement de faire quelque chose parce que tous ces déplacements, vous l'avez dit, à chaque fois, on lui posera la question de savoir. Et puis après, on aura éventuellement des questions de soupçon pour savoir s'il interfère avec la police dans l'enquête, etc. Ensuite, par contre, à long terme, ce qui pose question pour Darmanin et pour le gouvernement, c'est comment, s'il y part, c'est comment ils vont faire pour incarner l'aile régalienne de droite qui est censé incarner, c'est le nouveau tournant d'Emmanuel Macron. On trouvera toujours quelqu'un pour incarner l'aile régalienne, non? Apparemment, il y a eu beaucoup de refus. Du gouvernement, il y a eu beaucoup de refus. Il y avait tout un équilibre qui a changé parce que Gérald Darmanin voulait absolument l'intérieur au tout dernier moment. Donc ce serait tout un équilibre, toute une architecture qui serait remise en cause, puisqu'à l'époque, on parlait de Jean-Michel Blanquer, donc ça faisait monter Julien Denormandie à l'éducation. Donc, mais là, on est dans la fiction, on n'est pas du tout là, mais ce serait un gros problème, ce ne serait pas uniquement poste pour poste, puisqu'il y a eu beaucoup de refus par rapport à ce nouveau gouvernement. Mais il reste empêché quand même, aujourd'hui. Bon, on va voir, ça ne fait qu'une semaine que le gouvernement est nommé, mais il y a un conflit de priorité et de légitimité. Il y a aujourd'hui des personnes qui considèrent que la principale légitimité, elle vient de la morale, elle vient de l'image, elle vient du comportement supposé même des individus. Et puis il y a une autre partie de la classe politique, et je peux vous dire que c'est toute tendance confondue, qui dit si on lâche sur la pression de la rue, la pression de certains groupes, alors que la présomption d'innocence est là, à ce moment-là, c'est la porte ouverte vers, effectivement, la vox populi et la fin du droit. Parce que le droit, à ce moment-là, tombera, et il suffira à un moment donné, lorsque vous êtes ministre, qu'il y ait une plainte, que n'importe qui fasse une plainte contre vous, pour que finalement ça s'emballe et que c'est l'instabilité gouvernementale. Attention. Donc vous avez la justice de la rue, vous avez et à la morale. En ce moment, mais il n'est pas interdit de réfléchir avant de faire une nomination. Absolument. Aux conséquences que ça peut avoir, notamment symboliques. Compte tenu effectivement de l'évolution de la société. Nous ne sommes plus dans les années 80. On va continuer à en discuter tous les 5, mais hors plateau, parce qu'il est 11h51 qu'Adrien Borne vient de rejoindre ce plateau. Le menu du déjeuner d'information va être bien chargé, bien complet. Effectivement, je vous le confirme, Anne-Chloé, bonjour. Bonjour à tous. Un mot à la une, l'urgence sanitaire, l'urgence à réagir, semble-t-il aussi. Vous en avez parlé, Anne-Chloé, beaucoup d'informations qui concernent le virus ce matin. Jean Castex qui veut imposer dès la semaine prochaine, finalement, le port du masque dans les lieux publics clos.
on accélère sans attendre le 1er août. Pourquoi cette accélération? De même en Mayenne, où nous serons, on aura tout à l'heure un échange avec le préfet. 6 communes sont soumises au port de ce masque dès maintenant. Et puis vient derrière la question des tests. Si je prends l'exemple de la Mayenne, il y a eu 3700 tests en 3 jours. À ce rythme-là, il faudrait 240 jours pour tester l'ensemble du département. De toute évidence, ça ne va pas assez vite. Voilà les points complets sur l'information, l'actualité du jour. Merci Adrien Borne, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Et bonne journée à tous sur LCI, bien sûr.